le week-end, nous sommes là pour vous donner le résumé de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à votre magazine Kiosque Éco, ce magazine qui retient pour ce numéro 3 sujets qui feront objet justement de débat autour de cette table. Nous parlerons de la valorisation locale des ressources minières. Ah ben oui, la RDC vient de se doter d'une nouvelle raffinerie à Calémie. Quel sera son impact? Nous aurons des précisions sur cette mission. Nous parlerons aussi de la crise au Moyen-Orient avec l'impact sur la République démocratique du Congo. On parle de cette rencontre au niveau du ministère de l'économie avec les différents opérateurs économiques pour résoudre la question et prévoir, anticiper et prévoir même des solutions pour amortir le choc. Et on va se quitter avec cette troisième thématique qui nous ramène vers la délivrance des cartes pour étrangers à Kinshasa, des cartes qui sont fixées à 50 000 francs congolais. Je ne suis pas seul pour débattre autour de ces différentes thématiques qui nous viennent derrière de vous. Je reçois pour vous 4 visages qui ne sont plus à présenter, 4 journalistes, analystes, mais également chroniqueurs pour certains. Gardidiana, je commence avec vous, bienvenue. Merci Guichungu pour l'invitation. Vous allez bien? Je vais très bien et content de retrouver ce plateau. Très bien. Eric Zami, bienvenue. Merci de l'invitation, cher Chongo. Merci à Gardidiana, Amédée Moirabou et les autres, Mathilde Takisala, et à vous, chers téléspectateurs. Merci de l'invitation. Merci, il est cité, Amédée Moirabou, bienvenue à vous. Merci. Toujours bonjour. ponctuel et fidèle. J'aime bien commenter votre présence parce que vous nous faites plaisir lorsque nous vous voyons. Très souvent, ça nous donne envie de titiller ceux qui ne viennent pas régulièrement parce que vous êtes un modèle, on doit le dire. Merci pour votre disponibilité. Et Takisala, bienvenue à vous. Je vous remercie, cher Guy Chongo. Mes condoléances. Vous savez que la dernière fois, la famille Zoumeko a été touchée. Ce qui est arrivé à vous, personnellement. Et puis à l'équipe de la chaîne Zoumeko, vous savez, c'est parmi les chaînes qui sont en train de traiter aujourd'hui le vrai thématique de la société congolaise, j'ai toujours dit, depuis 1960, y compris le technicien de la chaîne et pourquoi pas les acteurs du monde économique. Merci. Alors, Gardidiana, on va commencer avec cette première thématique, cette valorisation locale des ressources minières. Est-ce une première pour la République démocratique du Congo? Puisqu'on doit dire, on a senti combien le ministère de Mines a fait une sorte de récupération avec pompe pour annoncer la nouvelle. On en parle sur tous les réseaux sociaux, à la une même des différents médias. Est-ce une première dans l'histoire de la RDC? Première, peut-être pas, mais je crois que dans le temps colonial, je crois qu'il y a eu des orientations comme ça avec les sociétés vétustes qu'on a récupérées. Mais permets-moi, Guichungu, de commencer par une question qui fait actualité aujourd'hui, qui est une question, si on n'y prend pas garde, on risque une fois de plus de pouvoir détruire, j'ai envie de dire sinon, la seule société congolaise, la seule société du portefeuille congolais qui a encore une comptabilité qui marche. Je parlais de la CNSS. Aujourd'hui, on parle d'un cas de détournement. Certains parlent de 12 millions, d'autres parlent de 45 millions. Personne n'est à même de pouvoir établir convenablement. Le hic, c'est que l'instruction étant secrète, il est inconcevable qu'aujourd'hui, on commence l'enquête, on accuse de détournement, mais avec des phrases du genre « il y a présomption de détournement ». Quand il y a présomption de détournement, ça veut dire qu'on est à la phase d'instruction, commencer par avoir des éléments. Mais le comble est que ces cas où cette accusation de détournement arrive après qu'il n'y ait pas un différend direct, mais un problème dans la gestion d'un portefeuille de l'État où la CNSS est actionnaire, je parle de Congo Airways, et où le ministre de Transport a pris également une tangente, celle d'aller chercher un avion en leasing. On est un peu perdu là, si, parce que notre thématique nous parle plutôt de cette valorisation locale. Je commençais par un sujet d'actualité. C'est une question qui touche à une entreprise de l'État. Je crois qu'on ne va peut-être pas parler ou dans les prochaines émissions, mais il y a lieu de pouvoir fixer l'opinion. Un conflit qui arrive, un cas de détournement, une accusation qui arrive après un conflit pour un problème aussi crucial. Quand vous avez un espace aérien sous moratoire de l'autorité de l'aviation au niveau international, vous ne mettez pas en circulation un avion vieux de 36 ans alors que sa durée de vie technique n'est de 25 à 30 ans. Le fait de lui avoir reproché aujourd'hui, on a commencé à voir des implications politiques et des attaques, aujourd'hui jusqu'à instrumentaliser le service de l'État pour parler d'accusation de détournement sans avoir la moindre preuve ou sans avoir un élément probant. On part sur des hypothèses du genre, il y aura présomption, on l'aurait interdit, il y a eu une injonction, mais encore une fois de plus, il faudra pas qu'on tombe dans les erreurs du passé. Il ne suffit pas ici d'arriver avec la caméra publique d'accuser quelqu'un de détournement sans en avoir la moindre preuve et commencer par des tangentes qui risquent de détruire une société qui aujourd'hui, je rappelle, peut être un levier
pour aller ce que nous on appelle la déconcentration budgétaire. Cette société a déjà été combrée avec deux Amber. Le premier en décembre, le deuxième arrive à la fin de ce mois. Je ne vois pas pourquoi les considérations politiques doivent continuer à s'attaquer sur la gestion de portefeuille de l'État. Alors, revenons à notre thématique. Revenons sur la thématique, on a toujours dit ici, j'ai rappelé à un moment donné, on a inauguré les centres des négoces des matières premières au niveau de Kolwezi. On a dit que c'était un marché pour les artisanaux, sans vraiment une valeur ajoutée nette. Aujourd'hui, avec cette idée des transformations, pour moi, c'est un pas important, même si la précision, c'est que la capacité de production, 500 à 600 kilos le mois, je pense qu'on peut faire encore mieux. Mais dans ce contexte-là, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir établir une chaîne cohérente en interne et permettre justement une forme d'absorption de la production particulièrement artisanale aujourd'hui, qui est un levier essentiel qu'on oublie souvent. Mais au-delà de ça, ça permet à la RDC d'avoir une autonomie. Vous verrez qu'il y a un lien direct. Une fois la RDC aujourd'hui accroît sa capacité des raffineries d'or, la Banque centrale saute sur l'occasion pour aller sur les réserves d'or. Je sais que certains diront non, parce qu'on veut. La vraie raison aujourd'hui, c'est que la perte de la confiance sur le dollar est un levier qui nous permettra de pouvoir prendre des précautions. Et l'or est l'une des rares matières qui a une valeur statique, capable de pouvoir nous amener à une capacité de résilience. Donc aujourd'hui, on est en face d'un élément, je dirais pas historique, peut-être oui, c'est un élément essentiel dans la question de gouvernance. Et donc pour moi, il y a lieu de pouvoir multiplier ces genres d'actions, qu'on ne s'arrête pas seulement sur l'or. Je crois que même dans les matières critiques, on peut justement apporter cette valeur ajoutée avec la transformation locale pour inonder le marché et pouvoir... Éric Zami, Gardy parle de la capacité, je rebondis dessus. Est-ce que cette capacité de production correspond aux chiffres investis par le gouvernement pour avoir enfin cette raffinerie? On a très peu parlé de chiffres, mais je crois qu'il faut commencer par quelque part. On est resté longtemps en veilleuse, mais là, moi je pense qu'il faut quand même saluer ce qui a été fait pour que l'on commence. Et évidemment, ça tombe au niveau de Kalemi. L'enveloppe déboursée. Oui, parce qu'on vient vraiment d'un trou noir. Ce qu'il faut, c'est saluer le geste, l'acte. Oui, mais là, on commence. Mais seulement, il faut dire que jusqu'ici, Kalemi n'était pas encore un pôle très vu par rapport à l'exploitation aurifère. Quand on parle l'or, on voit plutôt les Kivu ou que dans le Haut-Ouélé, mais pas Kalemi particulièrement, parce que Kalemi, c'est juste la capitale de la province du Tanganyika. Là-bas, vous avez Nyonzu, Kongolo, Kabalo, Moba et Manono. Quand on cite Manono, c'est plus le lithium que l'on voit. Or, le lithium, c'est aussi un minerai très important à base de lequel on va fabriquer des batteries, etc., etc. Mais l'or, c'était vraiment pas le coin de Tanganyika. Stratégiquement parlant, est-ce qu'il fallait vraiment que ça commence par Kalemi? Puisque ça a commencé par Kalemi, moi je salue parce que tout ne devrait pas non plus partir toujours de Kivu, de Kinshasa ou de Mbandaka. Puisque ça part de Kalemi, tant mieux. Mais ça va encore davantage évoluer. J'aimerais bien que l'on puisse, après Kalemi, que ça puisse aller vers, par exemple, Doko. Parce qu'actuellement, dans toute la République démocratique du Congo, la partie du pays qui produit le plus de l'or, je pense que c'est dans la cité de Doko, dans la ville de Dourba, dans les territoires de Watsa. Nous sommes dans les Haut-Ouélé, là où il y a Kibali Gold Mine, dans l'espace Moto, Autofois, Kilomoto. Gardy faisait allusion aux temps coloniaux, c'est vrai qu'il y a eu des raffineries, mais comme je disais tantôt, on est resté longtemps en veilleuse. Mais là, moi, je salue. Et d'ailleurs, je voulais quand même féliciter particulièrement le ministre Louis Atum Kabamba, parce qu'on sent que les lignes bougent positivement. Ici, on dit, mais non, dans notre opinion ici, quand on parle quinoa, on dit, les Quinois, ils font rien, ceci, cela. Mais là, je sens que les Quinois font bouger les choses. Excusez-moi de le dire comme ça. En diplomatie, on a quand même vu le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faire tout pour qu'on puisse quitter le joug du Rwanda. On voit le ministre Mouyaya qui fait jaser Kagame rien que par le verbe. C'est toujours Kinshasa. Et dans le mine, on voit lui, Atum Kabamba, qui fait positivement flotter le drapeau national. Et pourquoi je le dis? L'année passée, 2025, lors de Indaba Mining, vous avez vu que Kinshasa avait plaidé pour la diversification de partenaires. Parce qu'il y avait quand même un flou par rapport aux différents partenaires qui venaient vers chez nous. On pensait que Kinshasa n'était ouvert qu'à la Chine. Alors que non, les autres aussi ont leur place. Diversification de partenaires. On parlait de diversification de zones d'exploitation. Quand on parle mine chez nous, tout de suite les gens pensent au Katanga. Katanga aujourd'hui fragmenté en 4. Au Lomami, au Katanga, Lualaba et Tanganyika. Mais on sent que la diversification de zones d'exploitation, parce qu'on a évoqué même le Congo central, qui jusqu'ici était perçu comme étant une province de port et tout ça. Mais on a parlé de l'exploitation du manganèse, notamment avec les Japonais, là-bas. Et puis enfin,
la diversification de types de minéraux. Quand on parle du Congo, tous on voit le cuivre. Or, il n'y a pas que du cuivre. Et le cobalt. Et parlant justement de Louatou Kabamba pour davantage applaudir ce qu'a été son action jusqu'ici, il a même fait remarquer qu'il y a un vaste projet en rapport avec le fer. Nous pensons construire ce pays. Mais pour construire, on a besoin d'un côté du ciment, mais de l'autre côté du fer. Parce qu'on doit quand même faire une avancée, c'est d'aller vers le projet qui caractérise notre pays, c'est-à-dire le chemin de fer. Henri Moton Stanley, avant nous, il avait dit, sans le chemin de fer, le Congo Très bien. ne doit pas Alors, Amédée Mouarabou, cette entreprise qui voit le jour, cette raffinerie, elle est 100% congolaise? Oui, c'est 100% congolaise. Parce Quelles sont que les garanties? C'est un partenariat. Parce qu'on a vu comment beaucoup de sociétés, entreprises congolaises ont fini leur parcours, dans notamment les domaines miniers. Qu'est-ce qui rassure cette fois-ci? C'est un partenariat DRC Gold Trading, qui est une entreprise 100% congolaise de l'État, et Lunga Mining, qui est un privé congolais. Donc, c'est une entreprise qui vient de commencer, qui vient de naître. Je ne pense pas qu'à peine que l'enfant naît, on doit penser à sa mort. Moi, j'accorde le bénéfice du doute. Il faut anticiper son avenir. Est-ce que l'RDC a anticipé son avenir? Non. Qui vient de naître, cet enfant. Allons-y dans le sens de l'exemple donné. Non, je ne peux pas entrer dans ce pessimisme-là. Je pense que oui, on avait besoin d'une raffinerie d'or en RDC. D'ailleurs, il ne faut pas trop s'enthousiasmer par rapport à ça, parce que nous sommes en train de rattraper un retard, au fait. C'est depuis 2019 que le Rwanda a une raffinerie financée à 5 millions de dollars seulement. On commence quand même avec une capacité faible, on doit le souligner. Oui, mais c'est bien dit que c'est une raffinerie pilote. Ça veut dire qu'il y aura d'autres raffineries, peut-être au nord Kivu, au sud Kivu, ou même chez moi, dans le Maniema. Voilà, ou même... Il y a de l'or partout. C'est partout en RDC qu'on trouve de l'or. Donc même quand Eric Izami était un peu... Non, il y a de l'or dans les Tanganyika. Il y a de l'or là-bas. Donc il y a de l'or dans... plus d'une dizaine de pays en République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas un problème que ces raffineries soient établies dans les Tanganyika. Mais il y a un problème qu'il faut quand même relever. Vous savez, aujourd'hui, nous savons tous que l'or, en tout cas en République démocratique du Congo, est produit à part Kibali, qui est l'industrie phare dans l'exploitation de l'or. Sakima n'en produit plus... comme il le fallait, ou encore Sokimo. Alors, la plupart de l'or que va raffiner cette entreprise, cette raffinerie viendra de l'exploitation artisanale. Or, vous savez que cette exploitation artisanale est émaillée. Il y a notamment des groupes armés. Il y a des groupes armés, il y a une exploitation où on trouve même des mineurs aussi. Donc le danger, c'est ça le danger. Il ne faudrait pas qu'il y ait une entreprise qui va, en fait, une sorte de blanchiment de l'or issu par exemple du sang ou de l'or exploité par des mineurs. Donc c'est ça le danger. Et quel est le travail que doit faire le ministère justement pour le gouvernement et le ministère, c'est une bonne chose de lancer cette raffinerie, mais ça serait encore mieux de chercher maintenant à bien organiser l'exploitation artisanale de l'or en République démocratique du Congo, de manière à ce que cette exploitation-là puisse être éthique. Puisque aujourd'hui, quand vous regardez, la Banque centrale a signé un contrat avec DRC Gold Trading pour les réserves en or. Pour ces réserves en or. Il ne faudrait pas que les réserves d'un pays, c'est un patrimoine national. Il faudrait que ce patrimoine national-là ne soit pas entaché du sang ou bien d'une exploitation. Subir des sanctions. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, et pour les ministères de mines et pour le gouvernement, c'est important de bien organiser l'exploitation artisanale de manière à faire en sorte que les groupes armés ne puissent pas apporter aussi de l'or dans cette filière, ou bien que les enfants ne puissent travailler. Est-ce que le code minier de la RDC est resté silencieux sur l'exploitation artisanale? Non, c'est réglementé. Tout est régi. Ça doit être fait par une structure de l'État. C'est juste la mise en œuvre. Ça doit être fait dans les normes. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est d'actualité. Non seulement à Roubaïa, ça fait 2 fois qu'il y a éboulement avec plusieurs morts,
mais aussi j'ai appris, il y a 2-3 jours, il y a eu encore éboulement dans le lot là-bas. Donc cette exploitation artisanale, il faudrait que l'État s'implique pour organiser ces Congolais qui sont des creuseurs artisanaux de manière à ce que leur travail puisse être sécurisé pour que leurs produits qui vont donner à cette raffinerie ne soient pas entachés de sang. Voilà. Alors, Tatizala, je vais revenir sur ce que vous soulignez très souvent lors de vos interventions. Vous aimez bien marteler sur la présence de privés qui doivent accompagner l'État congolais. On a vu la volonté du gouvernement avec notamment cette raffinerie, à faible capacité, on doit le dire, mais c'est quand même un pas. Est-ce qu'il faut faire appel au privé pour renforcer l'exploitation même dans la loi fondamentale, le privé où on laisse l'État foncer, comme c'est déjà le cas avec cette raffinerie. Il y a 4 articles qui parlent de la libéralisation des secteurs privés, protection de l'investissement privé, ainsi de suite. Le vrai problème qu'on a connu dans ce pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est que dans l'écosystème de l'industrie minière, on transforme paix. Parce que c'est ça le vrai talon d'Achille de la République démocratique du Congo. Nous amenons tout à l'état brut, mais il y a du faible transformation. Or, c'est dans la chaîne de valeur, quand on transforme, c'est là où on crée quand même des innovations et on crée plus de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, le matière première congolaise, qui soit dans le secteur minier et dans d'autres secteurs, même dans le fossile, nous devons maintenant penser de plus en plus à transformer localement. Parce que si nous transformons localement, le pays va se développer et ça va pousser. Je vous donne par exemple l'exemple quand on a essayé de transformer dans la partie des huileries. Vous voyez, il y avait des énormes évolutions dans le territoire, dans le Grand Équateur, dans le Bandundu, dans le Mayombe, parce qu'on avait pris des phénomènes comme exode, ainsi de suite, parce qu'il y avait présence de l'activité économique et ça freinait beaucoup de gens et automatiquement, on était excédentaire dans la balance commerciale vis-à-vis. Aujourd'hui, nous sommes déficitaires. C'est pour cela qu'il faut pousser de plus en plus. L'État lui-même ne fera pas à 100%. Il faut que l'État puisse faire que dans l'écosystème, qu'on puisse faire émerger, parce que l'autochtone, là où on puise, ce qu'Amédée disait tout à l'heure, là où on puise les matières premières, l'autochtone est faible. Pourquoi l'autochtone est faible? Parce que la transformation est ailleurs. Donc lorsque nous transformons, ça va amener l'électricité, ça va amener la route, ça va amener l'hôpital, ça va amener le magasin du coin, ça va amener ainsi de suite. Et c'est comme ça, vous verrez que le pays va devenir plus beau qu'avant. Donc aujourd'hui, comme les métaux congolais et la belle-fille de la partie mondiale, il faut que les métaux congolais, nous ne soyons pas spectateurs, nous devons être acteurs. Aujourd'hui, on va venir avec le problème énergétique. Vous voyez, le Nigeria, il peut s'orgueiller en disant ils ont interdit l'importation de produits pétroliers au Nigeria. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité de produire localement. Et aujourd'hui, qui produit localement puissamment, c'est l'homme de la partie privée. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer le retard que connaît la RDC en ce qui concerne la transformation des matières, notamment minières? Amédée Mouarabou, off the record, l'a dit, certains pays africains déjà sont dans la raffinerie. On a l'impression que le Congo arrive maintenant, mais arrive quand même tard par rapport à l'évolution mondiale. Quels sont aujourd'hui les indicateurs qui justifient 72 a pour beaucoup de choses sur la situation économique de la République démocratique du Congo, la zarisation. Il y a eu beaucoup de ratés. Et à part 72, c'est les années 80. On a déjà transformé une fois dans ce pays. Les années de pillage. En matière d'automobile, on a déjà transformé dans ce pays. Mais maintenant, c'est ça. Donc, ce sont ces crises. Ça veut dire que 72 est pour beaucoup de choses, la zarisation. Ça veut dire que ça a frustré l'économie privée. Après les années de pillage. Vous ignorez les années de pillage. Donc ça veut dire que ça a permis aujourd'hui que nous devons maintenant faire confiance aux investisseurs locaux et à les investisseurs internationaux pour que nous puissions quand même quitter cette zone rouge, parce que nous sommes actuellement en zone rouge, parce qu'il y a de plus en plus moins de Congolais occupés. Alors vous parlez des investisseurs internationaux, je souligne le mot. Est-ce que, je vais introduire quand même une question sur le climat des affaires, est-ce que ce climat est assez assaini pour que, justement, ceux-là de l'extérieur viennent investir en République démocratique du Congo dans le secteur minier aujourd'hui? Aujourd'hui, 10 ans ou 15 ans en arrière, quand même, on voit que les palettes sont en train de retourner. Dans le secteur minier, je précise. Oui, dans le secteur minier, le vrai conflit qui était à 10 ans en arrière, c'était l'interprétation des réformes minières. Parce que l'investisseur international vit comme si on récupérait quelque chose. On ne peut pas produire sans règles. Normalement, ces matières premières sont en République démocratique du Congo. La plupart des
acteurs doivent respecter les règles de la République démocratique du Congo pour que tout le monde soit gagnant. Mais aujourd'hui, je pense que la compréhension des uns et des autres, mais on doit faire encore plus, Cheikh Tchungou. Si nous voulons avancer, personne ne fera pour nous. C'est nous, les Congolais, qui vont faire de sorte que ceux qui viendront ici chez nous puissent quand même. D'abord, l'économie, on le fait sur base de confiance. Il faut que le politique de la République démocratique du Congo puisse amplifier aussi la partie administrative de la République démocratique du Congo. Parce que la partie administrative à Kabalo, à Maniema, ainsi de suite, vous allez voir que l'administration qu'on appelle territoire, et aujourd'hui, il faut digitaliser l'action publique en République démocratique du Congo, à part l'action politique, parce qu'il y a une différence entre l'action publique de l'administration publique et l'administration politique. C'est vrai que depuis 60 ans, l'administration politique a pris quand même un énorme espace, mais l'administration politique doit comprendre que son allié qu'on appelle l'administration de l'État, il faut lui donner des moyens. Très bien. Regardez, Diana, on doit dire que c'est quand même une phase pilote. Et j'imagine que la RDC doit jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Quels sont les grands risques pour cette phase pilote et quelle est la part de responsabilité du gouvernement de la RDC pour réussir, voilà, je dirais, ce coup magistral, ces paris? Il y a un avantage concurrentiel, c'est que ce contact arrive dans un contexte où la RDC se prépare à une nouvelle dynamique, notamment particulièrement avec le deal américain d'abord. Mais le risque, c'est que si on retombe dans le travers d'autrefois, c'est que l'État lui-même n'est pas un bon investisseur. Ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui. L'État lui-même, son capital est à la fois, j'ai envie de dire, anxiogène dans la mesure où l'État constitue lui-même un problème dans ses investissements parce que la gestion, mais également l'occupation du capital des sociétés pose problème. Mais je crois, et je reste convaincu qu'avec la dynamique qu'on veut prendre, je crois, parce que Eric parlait de Luatum Kabamba, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ces secteurs. Oui. Quand je dis très bien, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien. Il est parti du secteur privé aujourd'hui, il est dans les secteurs publics. Comme on dit souvent, fils maison. Exactement. Mais nous en connaissons des fils maison qui n'ont pas de résultats éloquents. Nous en connaissons assez des fils maison. Allez-y. Ça vous donnera une autre image. Alors, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation dans le secteur, mais les résultats parlent pour lui. Il parlait tout à l'heure d'Ekibali. Parmi les architectes d'Ekibali, il fait partie, je crois, si j'ai bonne mémoire, l'un des premiers directeurs pays d'Ekibali. Donc, il est passé par une expérience. Et je préfère aussi, un peu comme Amédée, rester optimiste dans la mesure où, pour une première fois, l'État est parti, mais n'est pas parti seul, a trouvé un privé congolais. L'idée, c'est justement de pouvoir arrondir les angles, permettre non seulement un regard à part, mais de limiter aussi l'influence de l'État dans la gestion de cette société. Parce que quand c'est dans une forme de collaboration comme ça, le regard est différent, contrairement une collaboration PPP, c'est un partenariat public-privé. Ouais. Donc on est dans un contexte où, moi je pense que la méthodologie mise en place pour la gouvernance de cette société peut apporter des résultats. Seulement, j'insiste encore sur un élément. Amédée en parlait, mais il serait difficile de pouvoir filtrer l'or dans les secteurs artisanaux. C'est ça le plus grand défi à mon sens. Pourquoi je le dis? Parce que même dans les espaces, si vous regardez l'occupation des EA, vous verrez qu'il y a régulièrement de conflits. D'exploitation artisanale. Il y a régulièrement de conflits parce que jusque-là, même en termes d'octroi des titres, l'État a encore un travail énorme à faire. Mais au-delà de ça, la gestion. Certes, il y a l'or partout, mais je suis sûr qu'il y a des espaces de l'or où, même de manière rudimentaire, on ne sera pas exploité pour une première phase. Moi, mon seul souci, c'est qu'on est parti sur une tangente qui, je trouve, correcte. La gouvernance, qu'on s'associe à un privé congolais, c'est bien. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut un travail de contrôle énorme. Parce que la dynamique qu'on a pris avec les États-Unis d'Amérique, si jamais, je dis bien, si jamais il y a des éléments de doute, les trésors américains ne traîneraient pas. Très bien. Or, si on tombe dans le travers, à augmenter le risque avec les sanctions du Trésor américain, c'est l'ensemble de l'architecture qui va s'écrouler. Donc pour moi, le contrôle. Et c'est là où je reviens sur une proposition faite par un ami. Il y a lieu de pouvoir réfléchir sur les différents services de contrôle dans les espaces miniers. On a pensé, quelqu'un a proposé l'idée de l'inspection générale de mines, mais malheureusement, la mise en place a été mal faite. Ça sera un service de trop, finalement. Non, c'est un service qui existe. Ah, ça existe. Ça existe déjà. Je vous dis, c'était une proposition d'un ami, Donald Kabasele, qui a été implémentée, je crois, depuis 2022. L'inspection générale de mines est active, fonctionne, sans réel résultat.
Donc, je crois que parmi les éléments de gouvernance, il faut qu'on améliore le contrôle à ces niveaux pour éviter la pollution de l'or venu de zones compliquées, de l'exploitation des enfants. Ça sera le plus grand risque, le plus grand défi. Alors, Amédée, avant de compléter, je vous fais suivre une question et vous allez enchaîner. Gardidiane a parlé de ces partenariats qui existent. Le modèle type, moi, j'ouvre un peu une question, un débat. Est-ce que c'est le modèle qu'il faut pour relancer aussi la GECAMIN ? Puisque la GECAMIN peut également répondre sensiblement à cette question de raffinerie. Il y a beaucoup de contrats de ce type avec la GECAMIN. La GECAMIN a énormément de joint ventures, que ce soit Sicomine, Tenke Fungoro Mining, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Où il y a l'État et il y a aussi les privés. Donc, la GECAMIN, si la GECAMIN a été démantelée, c'est justement. Mais si ça n'a pas marché à la GECAMIN, qu'est-ce qui rassure que de l'autre côté ça marchera? Non, toutes les entreprises qui sont nées du démantèlement de la GECAMIN marchent très bien. Très bien, ce sont des sociétés prospères. Telles que Fungurume, Kamoa Kakula, tout ça, c'est des grandes entreprises. C'est eux le poumon de l'industrie minière. Et le retour pour la RDC, regardez, le gain pour la RDC. Oui, mais c'est ça, c'est janvier. En 2025, on a produit 3 500 000 tonnes de cuivre et la GECAMIN a produit 0 tonnes. Tous ces volumes ont été produits par les partenaires de la GECAMIN avec les joint ventures qu'a eu la GECAMIN avec... Elle s'est contente de... Voilà, donc le problème c'est quoi? Aujourd'hui, d'ailleurs une semaine j'étais à Lubumbashi, justement pour assister à la remise et reprise du nouveau comité de gestion, le nouveau mandataire. Et voilà, on a nommé des nouveaux mandataires. Ça qui va. Voilà, de nouveaux mandataires à la GECAMIN. Et quand je parlais avec les syndicalistes, ils m'ont dit il y a 2 préalables pour relancer la GECAMIN. Le premier préalable, c'est qu'il faut doter la GECAMIN d'un outil de production. En 2025, la GECAMIN n'a produit aucun kilo de cuivre. Parce qu'il n'y a plus d'outils de production. Les outils de production qui étaient là, ils sont centenaires. Donc on a arrêté la production. Déjà vêtu, parce que ça fait plus de 100 ans que cet outil-là produisait les cuivres. Maintenant, il faudrait que l'État propriétaire puisse investir dans l'entreprise pour avoir un outil de production. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est avoir mené des études géologiques, des prospections. Puisque quand vous avez un outil de production, vous devez avoir en gage des réserves certifiées. Et ces réserves-là ne peuvent s'obtenir que sur base des prospections et des recherches. Voilà. Et voilà, ce sont les 2 préalables qui peuvent faire en sorte que la GECAMIN remonte. Donc, même si on a nommé des nouveaux mandataires, qu'ils soient des génies ou pas, s'il n'y a pas ces 2 préalables, ils ne feront rien du tout. Ils vivront toujours de la rente, les royalties qui tirent des autres... Petite recette retour. Donc, aujourd'hui, avec cette raffinerie, c'est une bonne chose. Vous avez posé la question, pourquoi on se rattrape? Pourquoi l'État n'a pas... Mais justement, parce que l'État congolais n'a pas investi dans l'industrie des productions, même minières. J'ai suivi dernièrement l'interview du DG sortant de la Sokimo. Il dit que moi j'ai établi un plan de relance de 480 millions de dollars. Plus précisément 482 millions de dollars. Pour liquider les passifs et puis doter la Sokimo d'un outil. Mais l'État... Je n'ai pas vu un conseil des ministres qu'on a traité de cette question. Oui. Et pourtant, je l'ai toujours dit ici, ces 3 dernières années, le gouvernement a levé plus de 4 milliards de dollars sur le marché des bons et obligations du Trésor. S'il y avait cette volonté politique, on peut relancer et la Sokimo et l'AMIBA. Ce matin-là pouvait servir à... Le plan de relance de l'AMIBA, c'est 455 millions de dollars. Donc c'est ça, c'est question de la volonté politique. Autre chose. C'est bien d'avoir une raffinerie, mais on peut aller plus loin. Vous savez que dans les circuits de l'or, là, quand vous êtes dans la joaillerie, c'est là où vous tirez le plus de bénéfices. Voilà. L'État congolais peut donner des capitaux à des Congolais pour ouvrir des comptoirs de joaillerie, pour fabriquer les chaînettes et les bijoux en or. Et ça va ajouter encore de la valeur. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura un numéro spécial, j'ai l'annonce. On parlera de la relance de la GECAMIN ici, avec notamment les priorités pour ces
ces nouveaux comités de gestion. On en parlera en tout cas, j'annonce déjà, ça sera le prochain numéro. On fera un numéro exclusif sur notamment la GECAMINE et pourquoi pas parler de l'ONATRA aussi prochainement. Alors, Takizala. Moi, je pense que dans ce point de l'industrie minière, ça a commencé avec une banque, la Société Générale de Belgique. Aujourd'hui, nous avons une potentialité, mais nous avons un problème d'industrie financière en République démocratique du Congo. Donc, il faut qu'on cherche un Congo grand avec les ressources. Il faut aussi une industrie bancaire qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, qu'il soit l'outil de production, qu'il soit les ressources humaines, il faut le mettre en phase de la technologie actuelle. Il faut permettre quand même que nous puissions. Moi, j'ai toujours proposé pourquoi on tarde de transformer ce fonds qu'on appelle Fonds de promotion industrielle, en faisant une banque publique d'investissement, parce que l'existant existe. Nous avons la SONAS, nous avons la Caisse de sécurité sociale, il y a le fonds lui-même, le fonds de l'industrie, pour créer un outil bancaire à la taille, la dimension de la République démocratique du Congo. C'est un vieux projet qui existe depuis Matata, pour transformer les FPI en une banque d'investissement. Ça fait 10 ans que ça existe. Ça échoue parce que l'État ne veut pas s'investir dans le risque, parce que le taux de remboursement de la dette des Congolais est extrêmement faible. Non, mais normalement, l'État est le catalyseur. Ça veut dire qu'il doit mettre un écosystème financier capable à responsabiliser le politique financière de la République démocratique du Congo, parce que l'économie sans crédit n'existe pas. Donc il faut qu'on mette à la tête des Congolais que lorsque vous prenez un engagement financier, vous devez le rembourser. Et il faut les barricades. Donc on ne peut plus rester avec un grand Congo avec les potentialités minières et des ressources dans tous les bords, même les études géologiques, ça coûte. Il faut une banque à la dimension de la République démocratique du Congo. Le fonds de promotion industrielle, ça c'est le vieil monde. Très bien, il faudra aussi que nous puissions aborder notre... Il faudra que nous puissions aborder... Il faudra aussi... Il faudra voir comment le faire aussi avec les autres métaux. Parce que moi, c'est pas parce qu'on se contenter de l'or, parce qu'on a quand même la chance d'avoir tous les tableaux de Mendeleïev. Moi, j'envisagerais que les autorités puissent voir dans quelle mesure le faire avec le coltan, par exemple. Pourquoi pas le faire avec la cassitérite, etc., etc. Et puis, on a 145 territoires. Partout, c'est réputé qu'il y a quand même des minerais. Pourquoi ne pas aller... C'est comme ça que je dis... reproduire un peu le modèle, mais par rapport aux autres minerais. Et pourquoi nous avions salué, mon ami Diana a eu quand même une peur bleue là tout à l'heure, c'est parce que lorsqu'on a parlé de 3 pôles, diversification des partenaires, diversification des zones d'exploitation, diversification des types de minerais, mais on a aussi cette année, au niveau des Indaba, dit que plus jamais on va faire seulement de l'exportation de notre matière brute. Mais ça, c'est pour encourager même nos jeunes gens. Parce que si vous comptez 40 000 étudiants de l'université de Kinshasa aujourd'hui, dites-vous bien qu'il n'y a que 6 000 qui sont dans la faculté des sciences, dans la géologie. C'est très peu pour moi. Or, notre pays va rester encore longtemps, même des centenaires, un pays minier. Il nous faudra avoir, pourquoi pas 40 000 étudiants dans ces domaines-là. L'expertise, la main-d'œuvre qualifiée. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que le marché de l'emploi du secteur minier, il n'est pas prospère. Alors, au contraire, c'est un marché prospère, mais fermé. Parce que la formation congolaise n'arrive pas à qualifier convenablement le besoin. Alors, moi, je pense qu'il faudra aussi que nous puissions aborder notre deuxième thématique du jour. On en parle déjà, on parle de cette crise au Moyen-Orient, la RDC qui se prépare déjà avec notamment des réunions qui s'intensifient pour maîtriser le choc. Est-ce que ce n'est pas, Gardidiana, une peur du vide? C'est quand même loin, les gens se disent par quel mécanisme, est-ce que nous sommes directement liés? Ils ont besoin de comprendre comment ça marche. Non, mais ce n'est pas une paire bleue, c'est de l'anticipation et je crois que chaque État le fait déjà. Aujourd'hui, je vous donne la dernière information, la France est en train de négocier avec l'Iran pour trouver comment libérer le détroit d'Ormuz. C'est, je vous rappelle, 20% du trafic pétrolier aux États-Unis déjà, le prix du baril aujourd'hui a quitté des $57, aujourd'hui on est à 100. On est déjà à 100, près du double, et on risque d'aller crescendo en fonction de la durée de cette crise-là. Et pour un État comme la RDC, certes, il y a des gens qui, dans l'analyse, se disent la RDC exporte également le pétrole. Est-ce que ce n'est pas une opportunité? Non. On exporte les rares gisements qu'on a en état brut. On est extrêmement dépendant de l'extérieur de produits transformés. Et j'ai même peur que le peu d'efforts qu'on a fait ici, après une fois Amédée a été écouté, a fait de travailler sur le manque à gagner qu'on payait de manière dilapidaire aujourd'hui, le travail qui a été fait pour permettre à l'État de récupérer des 150 millions de dollars. La subvention de l'État. Aujourd'hui, on risque de retourner à la case départ parce que si jamais
la question n'est pas résolue, l'État serait obligé dans le contexte de crise qu'on est ici, de pouvoir trouver l'alchimie et éviter que le prix réel s'applique à la pompe. On risque de retourner à la case départ avec une cagnotte assez importante de l'État pour juguler ces marchés. Or, la meilleure possibilité, c'est aujourd'hui déjà d'anticiper, voire pourquoi pas diversifier le pôle d'approvisionnement, mais ça reste quand même une question. Y a-t-il pas un autre contour? Est-ce que la RDC sera victime de ces effets induits de la guerre au Moyen-Orient, notamment par l'augmentation du prix à la pompe? Guichou. Moi, je parle de la RDC, je parle de la République démocratique du Congo. Le monde, ça fait plus de 2 décennies, je dirais même 3 décennies, que le monde est devenu un village planétaire. Ça veut dire que ce qui se passe chez le voisin vous affecte d'une façon ou d'une autre. Et le problème, c'est peut-être nous, Congolais, qui ne comprenons pas que où va le monde. En fait, aujourd'hui, les chocs au niveau international, ce n'est plus l'exception, c'est la règle. Les grandes puissances, pour se maintenir, ils provoquent des chocs. C'est comme ça, c'est devenu une règle. Et alors, comme le monde est devenu ainsi, il faudrait que chaque État voie dans quelle mesure qu'il puisse dépendre de moins en moins, par exemple, des importations extérieures. En ce qui concerne le pétrole, nous avons une société qui fait les raffinages du pétrole, Socir, qui a été laissée comme ça depuis des années, sans aucun investissement pour, notamment, on parlait de l'outil de production. Voilà, nous avons Socir, on peut raffiner, ne serait-ce que même 100 000 tonnes, même 100 000 mètres cubes de barils, je sais pas moi, chaque mois ou quoi, c'est quelque chose. Mais on n'a pas investi. Regardez ces 5 dernières années. On a connu la crise de Covid, qui a fait que le monde, chaque pays était cloisonné. On ne savait plus importer. Et on devait traiter nos malades sur place. Et donc, il fallait avoir suffisamment de lits d'hôpitaux et tout et tout. Mais est-ce qu'on a tiré les leçons? Non. Si on avait tiré les leçons, les cliniques chinoises seraient pas neuves. Mais on ne l'a pas fait. Il y a même l'hôpital rebaptisé de Mama Yemo. Il y a même 1 ou 2 ministres de santé qui ont fait les Makala à cause des fonds Covid. On a connu la guerre de l'Iran, Russie-Ukraine, qui a perturbé aussi l'équilibre mondial, les points d'approvisionnement au niveau international, qui a fait que les céréales ont augmenté les prix. Aujourd'hui, il y a le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, où on a fermé, on ne sait pas, même si c'est juste 20% de pétrole qui passe par là, mais ça perturbe aujourd'hui toutes les puissances du monde. Ils sont en train de voir comment constituer des stocks stratégiques. Or, nous dépendons à 100% des importations. Donc, c'est quelque chose, nous devons tirer les leçons. Il y a une rareté qui va peser sur nous. Nous devons tirer les leçons de cette géopolitique mondiale pour être... Oui, vous parlez de l'anticipation. Cette anticipation, c'est en faisant quoi exactement? Quelles sont les possibilités que détient la RDC dans cette anticipation? À dire vrai, on a très peu de moyens pour vraiment anticiper les chocs. Je crois que nous allons subir les chocs. Vous savez, avec les... Vous ne faites pas les prophètes de malheur. Non, c'est logique. Attendez. Le prix moyen frontière du pétrole dit que, selon la structure des prix, dès qu'il y a augmentation, diminution du prix de 5%, il faut changer, il faut revoir la structure des prix. Or là, on vient de vous dire que le baril est passé de 55 à plus de 100 dollars le baril. Aux États-Unis. Donc il y aura un impact. Il y aura un impact. Et c'est là que j'ai rejoint Gardidiana qui disait, est-ce qu'on va revenir à ce qu'on a vécu ces 4 dernières années où, avec des manques à gagner exorbitants, où le gouvernement paye jusqu'à 360 millions de dollars chaque année pour compenser les manques à gagner des pétroliers? Si on revient, ça veut dire qu'effectivement, ça serait la case de départ. Donc, pour répondre à votre question, nous avons très peu de chances d'amortir le choc. On va subir les conséquences parce qu'on n'a jamais anticipé. Gichungu, pardon. Non, vous allez parler. Attendez, monsieur Diana, s'il vous plaît. Le premier élément d'anticipation, c'est aussi déjà veiller sur nos ressources. Le choc, on va le subir, ça c'est une évidence. On n'a pas du répondant à ce niveau-là, mais on peut mettre quand même de l'eau dans notre verre. On peut avoir un semblant de résilience. On peut voir le bout de tunnel. En commençant d'abord par bien gérer nos ressources.
Je pense que c'est la moindre des choses qu'on pourra faire maintenant. Parce que le problème, c'est les moyens. On n'a pas la capacité de se constituer des stocks stratégiques, mais on peut aujourd'hui toucher sur le ressources, sur les dépenses de l'État pour être à même de pouvoir le faire quand le choc Et donc, il faut arrivera chez nous. activer la solution C'est ce qu'ils sont en train de faire. depuis toujours évoquée sur La cette... réduction des trains. Depuis toujours. Croyez-moi, c'est l'objet de la réunion. J'ai même pas fini de le dire. Hein. Vous l'avez C'est l'objet. C'est l'objet de la. Il a de la sorti réunion le mot. Donc, d'anticipation. il faut réduire le train de vie Ils n'ont pour pas de être choix. à même de supporter et amortir le Ils n'ont choc. pas le choix. Même si les gouvernements, au Conseil des ministres d'hier, on a dit qu'il y a des stocks quand même qui peuvent aller jusqu'au mois de juin, mais c'est très peu. Non, mais Pour c'est une 3 mois, lisibilité posons extrêmement la faible. question. Il y a beaucoup à craindre. Takizala et on prend Eric. Bon, vous savez, d'abord, Covid nous a enseigné, mais je pense que depuis Covid jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé notre façon de fonctionner. Parce Non, qu'on ça nous a pas enseigné, alors. on peut pas continuer. Oui, Ça nous a enseigné sans pour autant que l'on puisse On est resté statique. hein. On n'a pas Intérioriser amélioré. Ça veut dire qu'on ne peut le pas mode de rester à un fonctionnement. grand État comme la nôtre uniquement avec une seule source de l'énergie. Tout est fossile, M. Chungu, c'est pas bon. Non, il faut chercher d'autres moyens alternatifs. Quand vous prenez les véhicules, la logistique de l'État, la logistique de la police, toute la logistique... Vous voulez qu'on change la technologie, les véhicules électroniques, Aujourd'hui, il y a électriques. Le travail que la Chine fait aujourd'hui, basculer vers l'électrique. Il y a d'autres ressources alternatives. Réduire son influence Du sur point le de travail. vue logistique, vous savez bien que le Congo aujourd'hui, la capacité de stockage est faible. Elle est faible. Nous avons combien d'opérateurs dans la logistique pétrolière? Un seul. Il y en a 3 actuellement dans cette zone. National, un seul. Oui. Donc, Seb Congo, si on prend un privé congolais, c'est le groupe Lady avec. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que la capacité de stockage est extrêmement faible. Et il faut maintenant associer les acteurs techniques du pays. C'est pour ça l'avantage d'avoir des sociétés dans le domaine technique, parce qu'on peut améliorer un véhicule qui consommait par exemple 100 litres et de le ramener vers le 20 litres. Donc il faut maintenant... Le danger, c'est pas seulement la avec- consommation oui. automobile. Avec Le danger, la c'est possibilité le carburant, c'est d'éliminer au-delà de ça. Mais c'est le moteur, c'est le moteur de l'économie dans tout le pays du monde. C'est-à-dire que quand, l'autre fois, l'Europe produisait beaucoup, l'industrie européenne d'automobile produisait beaucoup plus de véhicules à gasoil. Et le véhicule a dit gasoil, il fallait maintenant que l'État subventionne. C'est ce que nous subventionnons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au retour, il y avait une valeur ajoutée parce qu'ils vendaient ces machines. Parce que leur économie était supportée par leurs machines. Mais nous, aujourd'hui, la machinerie n'existe plus. Donc, il faut maintenant que l'État, le ministère tel que de l'industrie, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'énergie, il y a 4 à 6 ministères qui doivent maintenant se reposer. Le stratégie industrielle de la République démocratique du Congo. Il faut maintenant qu'on commence. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on subisse. Parce que nous, on ne peut pas dire non, on va subir. Non. Ce sont des réalités, c'est une opportunité économique. D'abord pour la République démocratique du Congo et pour les acteurs qui sont à la République démocratique du Congo. C'est au gouvernement. Ce qui se passe au d'échanger. Moyen-Orient est une Mais opportunité oui, mais pour les ça doit être En une quoi opportunité faisons pour nous. Expliquez. En changeant nos habitudes, la façon de fonctionner. Je vous ai dit tout à l'heure, le Nigeria est gagnant parce qu'il y a un acteur qu'on appelle Aliko Dangote qui fait qu'aujourd'hui on produit parce qu'ils avaient anticipé depuis Covid. Ils ont mis une raffinerie au niveau parce qu'ils avaient une matière première et aujourd'hui ils peuvent dire voilà, nous avons un excédent d'abord pour le marché intérieur et on peut vendre aussi dans le marché international. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, ça veut dire que même Covid Nous a sommes passé... restés dépendants. Mais oui, même Covid a passé, il n'y a jamais de... Est-ce qu'il y a une montée des véhicules électriques, même au niveau de la police? Non. Est-ce qu'il y a une montée des Avec quel véhicules courant? hydrogène? Non. Il faut maintenant qu'on cherche des sources alternatives en associant le privé. Un autre élément qui nous handicape ici, c'est le PCR de l'informel. Elle est énorme. Il faut frustrer l'informel, il faut tutoyer l'informel pour que l'État puisse avoir assez de marge de manœuvre. L'État aujourd'hui ne peut plus rester comme dans les années 20. L'État doit avoir ses propres acteurs qui pèsent dans ces secteurs stratégiques qui est de l'énergie. Sans énergie, qu'est-ce que vous allez faire? Très bien. Éric. D'ailleurs, j'apprends à propos, parlant des hydrocarbures, j'apprends qu'au niveau du Parlement, il doit y avoir comme la révision de notre loi qui va totaliser, je crois, 11 ans en août. Parce que c'était en 2015, ça a été promulgué, la loi sur les hydrocarbures. Et on nous disait que non, la loi congolaise, par rapport à ces chapitres,
n'était pas aussi attrayante que ça parce que la fiscalité posait problème et la lourdeur administrative. Je crois que ce projet-là doit tomber au niveau du Parlement pour que les gens scrutent. Mais encore faut-il dire aussi que ce secteur-là était un secteur assez lourd pour l'investissement. Avons-nous suffisamment de gens de la trempe des Dangote, par exemple le Nigérian, pour venir investir dans ça? Mais je crois que... Le groupe Lady évolue depuis, il pouvait aller dans la transformation. C'est justement ce que vous évoquez qui a empêché la croissance. Oui, justement. C'est comme le transport et la distribution. Oui, justement. Si j'évoque le Parlement, c'est parce que je voudrais quand même interpeller ceux qui vont scruter cette loi-là pour pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir des facilités pour que l'on puisse investir. Nous ne sommes pas en manque de potentiel pour investir dedans. Mais nous avons plutôt un problème, je ne sais pas comment le dire, d'ambition peut-être. C'est l'écosystème qui nous permet. L'ambition aussi. Mais nous devons aussi afficher nos ambitions. Il y a beaucoup de privés qui ont de l'ambition, mais ils ne parviennent pas à émerger parce que l'écosystème ne permet pas à ce qu'on puisse... Regardez, j'ai parlé des climats des affaires, il m'a donné l'impression que les choses ont évolué. Dans la transformation. Il parle de Dangote, mais Dangote, c'est un champion fabriqué par l'État nigérien. Justement, c'est un champion fabriqué par l'État nigérien. Pourquoi est-ce que ça peut pas être repliqué chez nous? Ah, mais c'est ça. Voilà, justement, c'est comme ça que je parle d'ambition. Nous devons, nous, à tout le niveau qu'il y a, avoir aussi de l'ambition que nous pouvons créer nos propres Dangote ici. Qu'on se comprenne bien. C'est pas parce que Dangote avait l'ambition qu'il a eu tous les avantages de l'État. Non, c'est parce qu'il a par la projection de l'État avec un écosystème favorable. Il a surfé dessus. Exactement. Est-ce que vous savez que chez nous, ici, nous avons un opérateur économique qui fabrique les téléphones, Okapi, des marques Okapi. C'est à Brazzaville aussi. Ici, au Congo, Kinshasa, il est là. C'est une marque congolaise. Mais imaginez-vous, vous qui avez un pas dans... Vous qui en parlez, vous avez quelle marque de téléphone? Écoute, c'est que j'allais dire, vous qui avez un pas dans l'éducation nationale, imaginez, juste un instant, l'État congolais fait un appel d'offres de 5 millions de tablettes, on donne ce marché-là à ce monsieur-là, on dit, vous devez livrer 5 millions de tablettes à l'éducation nationale, on va répartir à toutes les écoles à travers le pays. C'est comme ça on forme les champions. C'est comme ça les Dangote et tous les autres ont été propulsés. C'est ce qui manque. Et je pense que les autorités nous suivent parce que j'ai évoqué le Parlement. Ça a été lors du dernier forum sur l'entrepreneuriat de jeunes. C'était la première des résolutions. L'État doit équilibrer sa consommation, aller dans une forme de discrimination pour permettre aux opérateurs locaux, avec la difficulté d'accès au financement, de pouvoir avoir quand même des marchés de la part de l'État qui leur permettra de constituer un capital et se faire évoluer. C'est alors qu'il pourra aller dans le contact direct avec oui, mais c'est l'une des résolutions. La plus bien pensée, une volonté, chapelet de mon intention. Non, ce n'est pas chapelet de mon intention. Y a-t-il de Congolais qui ont été encadrés? Il y a un travail qui a déjà commencé. L'Agence nationale pour la création de la classe moyenne, la POSEM, a déjà mis en place avec, comment on appelle, je crois que c'est FBN Bank, 25 millions de dollars pour pouvoir déjà à ces niveaux-là aider la plupart des opérateurs. Dans les 25 millions mis dégagés de côté, ça serait directement pour donner du volume à ces gens capables de souscrire aux différents appels d'offres de l'État. Et c'est alors que l'État pourra cette fois-là aller pas être dans le... Comme on dit, ce n'est pas aussi parce que l'État va faire la discrimination. L'État a aussi besoin des résultats. Il faudra d'abord commencer par mettre à niveau ces gens-là pour qu'ils soient à mesure de solutionner. Logiquement, le monitoring de la République doit fonctionner. Parce qu'au sein de la République démocratique du Congo, comme vous dites tout le monde ici, il y a aussi ceux qui peuvent jouer le rôle des mentors de la jeune génération. Mais le problème est que quand vous regardez dans mes pages, rien que le groupe que je préside, c'est 25 sociétés de différents secteurs d'activité où nous consommons nous tous. Mais sauf que le problème avec les acteurs aujourd'hui, c'est l'absence de ce qu'on appelle le fameux carnet de commandes. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs puissent avoir le carnet de commandes pour qu'ils puissent quand même donner une valeur ajoutée économique. C'est vous qui n'avez pas l'information. Je vous donne, allez voir le site. Il y a un site mis en place avec le projet Transform. La plupart des carnets de commandes de l'État passent par là. Je vous ai dit, vous devrez voir la POSEM. Il y a un site aujourd'hui. Les carnets de commandes, ce n'est pas encore intégralement, mais au moins 60% des carnets de commandes de l'État passent par là. Mais c'est Diana. C'est à vous de relayer aussi l'information. Lorsque l'État met ça, je crois qu'aujourd'hui, je me répète, au sein, nous avons 26 provinces. Donc, dans les 26 provinces, l'État lui-même, parce que c'est le grand structure,
dans l'appareil économique dans tout le pays. L'État lui-même, il a le statistique. Il sait combien, dans l'échange économique dans le pays, dans chaque secteur, quels sont les capitaux locaux qui prospèrent. Parce qu'aujourd'hui, le capital local... Je peux vous donner le statistique. Est faible, il faut que l'État c'est moins de 3%. agisse. Donc, il faut que l'État agisse. Alors, parce que c'est que vous enrichissez. Lorsqu'on parle de cette crise qui s'est vue au Moyen-Orient, on a tendance à mettre un accent sur le choc qui tout de suite touche au prix du carburant à la pompe. Mais est-ce que c'est le seul choc à éviter pour la RDC? Quels sont les autres et quels sont les mécanismes? On a l'impression que toute l'intelligence de la RDC se repose que sur le prix du carburant à la pompe, comment maîtriser le choc. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres secteurs qui sont menacés par cette crise? Par exemple, je prends l'exemple en RDC. Quand la prix à la pompe augmente, ça dit que le secteur primaire, le transport va augmenter. Quand vous augmentez les transports, le secteur primaire, la petite économie interne qui dépend de ça, il y aura forcément une fluctuation sur le marché. La consommation va suivre avec. Donc, il y a forcément un effet d'entraînement sur d'autres secteurs, essentiellement. Mais aussi, à part ça, je pense que ce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est que l'activité alimentaire pourra toucher même le secteur financier sur l'échiquier mondial. Donc, il y a certainement des secteurs qui seront touchés. Et même les miniers, parce même que les vous miniers, savez que particulièrement, les miniers, ils consomment énormément de carburant. Oui. Alors, s'ils continuent à consommer autant, si les prix augmentent, ça veut dire qu'ils auront des charges de plus en plus élevées. Et quand une entreprise a des charges de plus en plus élevées, ça veut dire que les profits seront amoindris et les recettes à l'État. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. C'est ce qui s'est passé sur l'industrie allemande avec la crise d'Ukraine, parce que l'Allemagne dépendait du fuel russe, ainsi de suite. Lorsque les gazoducs russes ne donnaient plus à l'industrie allemande, vous voyez qu'aujourd'hui, même la France et l'Allemagne... Très bien, on va clôturer notre débat du jour avec notre troisième sujet thématique qui parle de la délivrance de cartes pour étrangers vivant à Kinshasa. Ça commence ici. J'ose croire que c'est une phase expérimentale ou pilote. 50 000 francs qu'ils doivent payer. Amédée Ouarabou, vous d'abord. Est-ce une bonne ou mauvaise chose? Est-ce que la loi l'autorise? Est-ce que la démarche respecte, la procédure est respectée? Voilà 2-3 questions pour vous. Non, il faut savoir que tout étranger vivant dans un pays d'accueil doit avoir une carte de résidence, doit avoir ses papiers. Les autochtones n'ont pas de carte d'identification. Restons d'abord sur ça. Restons d'abord sur ça. Donc, restons d'abord sur ça. Elle finira pareil. Ne me perturbez pas. Allez-y. Oui, donc je disais qu'il est tout à fait normal que l'État congolais et même la ville de Kinshasa cherche à pouvoir organiser, à identifier les étrangers qui vivent sur ce territoire. La Direction générale des migrations, nous savons que c'est le service de l'État qui s'occupe des visas des étrangers. Mais au niveau de chaque province, comme il y a décentralisation dans la gestion de province, il y a chaque province qui, je crois, qui a réglementé la résidence des étrangers. C'est pourquoi ici on paie des cartes des résidents. Et donc, qu'on fasse payer, oui, c'est normal. Si vous êtes Congolais, vous vivez en France ou dans n'importe quel pays, il y a un timbre qu'il faut acheter pour avoir la carte de résident. Donc, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes tellement mal organisés que je me demande si ça va réellement les initiateurs de cette démarche pourront tirer gain de cause. Parce que avant de savoir taxer tous les étrangers qui sont dans le pays, il faut avoir un répertoire des étrangers. Ah ouais. Je pense que ça peut exister, mais il n'est pas actualisé. Et il n'est pas actualisé de 2 mois, 6 mois, même pas une année, de plusieurs années. C'est ça le problème. Des décennies. Donc, c'est ça. À la base, nous ne sommes pas organisés. Il n'y a pas de répertoire. Pour vous, c'est fait pour répondre à un besoin lucratif? Oui, c'est pour avoir l'argent. Pas nécessairement pour... Oui, c'est vrai que les choses. Oui, on sait que l'hôtel de ville de Kinshasa, il est
Depuis un moment à la recherche de moyens. Voilà, depuis un moment, il est à la recherche des moyens. Les gens sur la route parfois. Voilà, parce que les Quinois cherchent de plus en plus à avoir une ville bien gérée et tout. Oui, c'est vrai, on cherche l'argent, mais on s'y prend très mal. Il fallait commencer à organiser les choses en amont. Regardez par exemple, est-ce que les chefs de rue fonctionnent dans nos quartiers, les chefs de quartier? Parce que c'est ceux-là qui devraient savoir qui sont les étrangers qui habitent la rue, et puis ils remontent ça pour avoir les meilleures statistiques. Mais tout ça n'est pas organisé. Comment? Il ne faut pas compter sur la bonne volonté des étrangers de venir payer si c'est déclaratif, en tout cas, c'est déjà un fiasco en avant. avoir aussi un mécanisme pour dénicher ces étrangers-là, pour les contraindre à payer. Donc ça doit être une démarche contraignante. Une banque de données, une banque de données bien traitée, bien actualisée, on va pas tirer gain de cause. Sinon, la démarche est louable. La démarche, elle est normale, elle est légitime. Oui, ben, c'est logique. Vous savez, on ne peut pas prétendre gérer une démographie et sans avoir le statistique et les outils de contrôle. Logiquement, quand vous partez dans des pays avancés, vous sentez que la présence de ceux qui arrivent est sélectionnée. Ça doit être productif pour l'État. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui vit à Massimanimba, mais le bureau qui va aller chercher les documents se retrouve à Kinshasa. Pourquoi? Il ne va pas venir à pied. Il va contribuer au transporteur de Massimanimba et jusqu'à Kinshasa. Et quand il arrive à Kinshasa, il va acheter la nourriture au magasin du coin, ainsi de suite. Ça veut dire que vous allez voir, par exemple, des États comme la France, les États nordiques, le Canada, la Turquie appuient le sort de l'investissement de l'étranger. Ils ont fait même la citoyenneté par l'investissement. Ça veut dire que quand vous achetez une maison à 2 millions de dollars, automatiquement, on peut vous donner ça. Pourquoi? Une maison à 2 millions de dollars, le plombier va travailler, les maçons vont travailler, le peintre va travailler, les camionneurs vont travailler, ainsi de suite. Or, chez nous, ici, il faut qu'on remonte. Et puis, pour gérer bien les étrangers, c'est la caisse de sécurité sociale. Parce que la caisse de sécurité sociale doit commencer à voir dans quelle poche de la démocratie du Congo où il n'y a pas assez de présence des gens actifs. Parce que l'Europe est vieillissante, l'Amérique est vieillissante. De temps en temps, quand vous voyez qu'on donne en ce moment beaucoup plus des cartes en France, dans telle province, parce que la province ou la ville a senti qu'il y a quand même un déficit en termes de la consommation et en termes de sécurité sociale. Il y a plusieurs acteurs. Je crois que pour faire ça correctement, il faut regarder d'abord le marché du travail. Il faut regarder l'entreprise locale, il est à quel niveau, parce qu'il ne faut pas que ça reste uniquement dans la partie purement politico-administrative. Il faut d'autres acteurs soient associés pour que ça soit quand même efficace, même le secteur bancaire, parce que le présent d'un étranger dans un territoire, il faut que ça permette à ce pays d'avancer, pour la ville d'avancer. Diana. Je vais commencer par où? Je crois que derrière cette idée, il n'y a que l'intention mercantile. Et c'est la gouvernance de la diaspora. Le mimétisme, on copie un truc qu'on amène ici. Et quand vous dites qu'il faut contrôler, par exemple, Mathieu Takisala qui ouvre la brèche dans l'aspect économique, je peur pour nos frères sénégalais et libanais du grand marché. Dans la plupart des États, vous citez, à quel moment? Le contrôle vient en amont, pas en aval. Je vous donne un exemple. Vous arrivez pour quelqu'un, un chaloupa qui est arrivé ici depuis 60 ans, qui fonctionne, qui départ ses activités économiques, est déjà un agent majeur dans l'écosystème. Il n'a pas de carte de résident, vous faites quoi? Vous l'expulsez? Normalement, il doit respecter la loi. Non, mais c'est quoi respecter la loi en fait? Quelle est la contrainte qu'on aura pour le faire respecter la loi? Oui, mais normalement... Non, regardez, le problème c'est que le contrôle administratif qu'ils sont en train de chercher est un contrôle qui se fait en amont. Dès qu'on arrive, on entre, on vous identifie, on sait qui vous êtes, on sait le contrôler. Vous arrivez dans une ville où déjà que le travail, les frontières sont poreuses. Un étranger de Lubumbashi qui arrive ici et puis vous dit non, carte d'étranger, il retourne à Lubumbashi. C'est quoi? En fait, j'arrive pas à comprendre c'est quoi le projet. C'est là où je me dis qu'au départ, l'idée, c'est quoi le projet ou c'est quoi l'objectif poursuivi? Non, le projet, ce qu'ils sont en train de vouloir maximiser. Les gens qui tentent de résoudre l'embouteillage en accablant les usagers de la route par des mesures administratives, vous pensez que c'est des gens-là qui arrivent ici pour des raisons de sécurité? Non, ils sont en train de chercher l'argent. Mais 50 fois sur les étrangers, ils vont aller les chercher les étrangers où? Oui. Ils vont faire le porte-à-porte pour aller chercher les étrangers. Quels sont les centres d'identification? C'est là où vous verrez que la vraie intention de l'argent, vous verrez dans les jours à venir, on va envoyer des agents dans les boutiques des pauvres Libanais et autres. Ils vont aller traquer là-bas.
Ah, mais logiquement, le contrôle doit être, monsieur Gardi Diana. Ah, non, mais j'arrive. on va finir cette émission. Vous ne comprenez toujours pas. Le contrôle est une règle. Oui. Mais le problème, c'est que La quand méthodologie la méthodologie est mauvaise, on va ceux qui le le font, ceux qui veulent le faire maintenant, le font pas pour de bonnes intentions du contrôle que vous. Ils n'ont pas encore communiqué sur la procédure. Et puis, Peut-être que cette procédure pourra rejoindre vos orientations. On connaît Guy Chungu. On se connaît ici. Guy Chungu. Quand on vous parle des répertoires ici, si l'état civil seulement n'est pas en même d'identifier les gens qui habitent dans une municipalité, bon, je me donne quelle serait la différence entre un Sénégalais qui parle déjà Lingala On vous sent très pessimiste. et pourtant, un ce n'est pas Équatorien. impossible. Papa, vous savez, dans chaque Chungu, action, on est pragmatique. dans chaque action en tant que technicien, je sais interroger la méthodologie et la téléologie de l'acte, la finalité recherchée. Les choses se font de la plus mauvaise de manière. Alors, Eric, Et je crois que 50 000 francs là, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un, ils ont besoin de faire un truc, il s'est dit, bon, est-ce qu'il y a des là? non. Oh, bah, Libanais, on a trouvé ça. 50 000, on va le faire pendant un mois. Eric Izami. Non. Je dirais Ça, que c'est quand même fort, ça. Non, c'est pas fort. Il est simplement sincère dans la C'est réalité traiter de l'état chez de nous. pauvreté et c'est clochardiser le gouvernement La provincial. gouvernance de Kinshasa aujourd'hui se Chercher comporte de 5 000 manière francs derrière le dos clochardiser. des étrangers. On est quand même un État sérieux. Le plus grand chantier chez nous, c'est l'État. Nous devons tous participer à la consolidation de cet État. Et l'État, c'est quoi? C'est ce que Diana a dit. Ça devrait commencer en amont. On ne vient pas comme ça dans un pays, puis vous débarquez, vous commencez à fonctionner. Et puis c'est le travail Moi, je de connais, la direction ils se de sont la déjà délégation. tellement immixés, ils sont en nous. Au sein de la Je veux direction même vous générale de rappeler une l'immigration, chose. il y a un départ. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Donc, aussi Mais c'est longtemps le qu'on n'a gouvernement. pas réussi à les identifier en amont, je crois que ça sera difficile en aval. Croyez-moi, il y a certains de nos voisins ici qui commencent à donner à leurs petits-enfants les noms de ceux qui sont chez nous. J'ai deux amis mais au sénégalais centre. qui s'appellent Moi, j'en ai vu. Papicho. J'ai vu les Chibangu au Rwanda. Ah ben, les Chibangu, ça fait Alors, les qu'est-ce que cassés. vous dites justement de cette caricature qui s'affiche derrière nous? Je Parce que dis nous devons d'abord la commenter, elle doit s'afficher. Vous n'avez pas un commentaire à faire, elle doit s'afficher. Allons-y. La caricature, malheureusement, elle n'est pas arrivée. On pourra la prendre prochainement. Merci à vous pour Comment votre ça? disponibilité. On a la Ah ben caricature, si on peut la commenter à non. Comment elle n'est pas arrivée comment? Le temps nous Il y a est imparti. Le réalisateur nous demande d'arrêter l'émission. Viendra. Nous devons On reviendra faire preuve d'être prochainement. sérieux en amont et je crois qu'en aval, nous aurons moins de problèmes. Parce Très que là, bien, merci. J'observe qu'ils se sont déjà immixés dans nous. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Gardidiana, Kamwenge. Eric Izami, Médé Marabou et Takizala Mathieu. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était votre mission Kiosqueko. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.